Alors bonjour Madame, Monsieur. Mon nom est Jean Bélanger, je suis doyen de la Faculté des sciences d'éducation locale. Ça me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour cette soutenance de thèse de Virginie Beaulune, qui, je vous rappellerai qu'une soutenance de thèse, c'est l'étape ultime d'un long cheminement. C'est le plus haut grade que l'université peut donner à une personne, un PhD. Donc c'est un moment important. Alors, sans plus tarder, Virginie va nous présenter une thèse qui s'intitule « Éducation, nature et spiritualité, développement d'un modèle éducationnel holistique ». Et pour voir au bon déroulement de la soutenance, on a la présidente de jury, qui est Christine Goyer, ici de la Faculté des sciences d'éducation, qui va assurer la présidence et à qui je cède la parole sans plus tarder. Alors, bonjour Madame Beaulune, ça me fait plaisir d'être ici. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais présenter les membres du jury. Monsieur Marc Boutet, ici, professeur au département d'enseignement au préscolaire et au primaire de l'Université de Sherbrooke, donc le membre externe. Madame Diane Léger, qui est ici, professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Rimouski, qui est l'examinatrice du réseau UQ, et Madame Geneviève Messier, professeure au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal, qui est la co-directrice de thèse, Madame Lucie Sauvé, professeure associée au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal, qui est la directrice de thèse. Alors, je vais vous demander de faire une brève présentation, disons un maximum de 30 minutes de votre thèse, après quoi les membres du jury vont vous poser des questions, soit avec un tour ou deux tours de questions, et nous devons nous en tenir à 1 heure pour la période de questions. Alors, je vous cède la parole. Je vous remercie. Avant de commencer ma présentation, je voulais vraiment vous remercier d'être en présence. C'est la première soutenance à l'UQAM, en faculté de sciences de l'éducation, qui se fait en présentiel. Donc, particulièrement, si vous êtes déplacés de Rimouski, de Sherbrooke, merci beaucoup. Et donc, sans plus attendre, je vais commencer. Donc, cette thèse s'intitule « Éducation, nature et spiritualité, développement d'un modèle éducationnel holistique ». Ça sera une présentation de type classique avec une problématique, un cadre théorique et méthodologie, et ensuite un résultat et une discussion. Alors, au niveau de la problématique, celle-ci se situe dans une crise environnementale qui questionne le sens de notre rapport au monde et qui soulève l'enjeu d'un vivre ensemble écologique, c'est-à-dire un vivre ensemble qui concerne l'ensemble des êtres vivants, et dont un des leviers de conscientisation et de transformation est l'éducation, et plus particulièrement l'éducation relative à l'environnement, en l'occurrence à l'école primaire et secondaire. Une éducation relative à l'environnement a pour but d'améliorer, de reconstruire le rapport de l'être humain au monde. Lorsqu'on fait un petit peu un état des lieux de cette éducation relative à l'environnement depuis ces 50 dernières années dans les écoles, on se rend compte qu'elle est de manière dominante transmissible, avec des savoirs qui sont prédéfinis, concernant un environnement perçu comme un problème, avec une attention portée sur la gestion des ressources. Donc là, cette approche éducative est plus souvent déconnectée finalement du milieu de vie naturel, qui entretient la rupture de la relation de l'être humain à la nature. Qui plus est, lorsqu'on traite d'environnement problème, on peut générer chez certains jeunes des symptômes d'éco-anxiété, ce qui appelle à de nouvelles propositions didactiques et pédagogiques. Car il importe finalement de développer chez le jeune non seulement un sentiment plus constructif et positif vis-à-vis de l'environnement avec lequel il entre en relation, et ce, pour un vivre ensemble qui réunit tous les êtres vivants. Alors, la question du rapport au monde, elle touche à la question identitaire, et là, je voudrais reprendre ce schéma de Mme Sauvé sur les sphères interreliées du développement personnel et social. Ce développement personnel et social se fait selon 3 sphères qui sont interreliées: le rapport à soi, le rapport aux autres et le rapport au monde. Et ce qui nous intéresse, c'est justement la construction de ce développement personnel et social de l'individu dans son rapport au monde, qui va toucher finalement à l'identité écologique. Mais quand on parle de la question du sens, pour certains auteurs, tels que Bourg, Nass, Nicolescu ou Michel Serres, la question de la relation au monde, elle doit être traitée en profondeur
sous un angle philosophique, éthique, voire métaphysique. Et ce que Edgar Morin appelle l'éthique de la reliance. Mais aussi, M. Taleb parle d'une nouvelle éthique qui aborde les questions existentielles autour d'une quête de sens visant l'harmonie et l'unité. Et là, on touche à des questions d'ordre spirituel. En effet, cette dimension éthique de la relation au monde, elle ouvre aussi sur le champ de la spiritualité. Une spiritualité qui, en éducation, pourrait être prise en compte dans une perspective de développement intégral du jeune au contact de la nature, et cela veut dire dans une perspective holistique. Maintenant, en ce qui concerne justement la prise en compte de la dimension spirituelle du jeune en éducation, qu'en est-il? Il faut savoir que dans certains programmes scolaires font mention de la spiritualité du jeune dans le cadre du développement global de celui-ci, notamment en Angleterre, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais également au Québec. Et qui plus est, au Québec, nous avons un service particulier, un service complémentaire avec des animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire qui ont justement ce mandat d'aller développer cette dimension spirituelle dans une perspective de développement global du jeune. Et au niveau de la recherche, il y a un intérêt, depuis ces 20 dernières années, sur ce phénomène de la prise en compte de cette spiritualité du jeune en éducation, et donc avec des recherches de type phénoménologique. Mais dans les faits, la plupart du temps, c'est un défi pour l'école de prendre en compte cette dimension, pour 3 raisons. La première, c'est que le système éducatif est axé sur les résultats et la performance, donc les enseignants n'ont pas le temps de traiter de cette dimension-là, de la prendre en compte, et il y a une absence de formation du personnel enseignant. Et même chez ces AFSEC, ces animateurs, à l'issue d'un questionnaire qui a été donné en octobre 2017, il en résultait que ces animateurs manifestaient le besoin de clarification quant à ce concept de la spiritualité, et pour lequel il y avait beaucoup de confusion par rapport au religieux, qui était le 3e élément qui freinait ce processus de prise en compte de la dimension spirituelle. Alors, avec tous ces éléments de cette crise environnementale qui appelle à cette question du sens en profondeur, qui touche à la dimension spirituelle, et le fait qu'il y a un manque de formation à ce propos, on en vient à la question de recherche suivante. Quels repères théoriques et praxéologiques permettraient d'enrichir l'action éducative concernant l'enjeu d'un vivre ensemble sur Terre, soit un vivre ensemble écologique, par la prise en compte de la spiritualité du jeune dans son rapport au milieu de vie naturelle. Quand on parle de repères théoriques et praxéologiques avec une visée, il est question d'un modèle, et donc on pourrait reformuler cette question de la manière suivante: quel modèle éducationnel contribuerait au développement d'un vivre ensemble écologique, prenant en compte la spiritualité du jeune dans son rapport à son milieu de vie, c'est-à-dire dans le cadre d'une éducation holistique. Quand on parle d'un modèle éducationnel, finalement, celui-ci s'articule en 3 volets, un volet théorique, axiologique, praxéologique, et qui va donner finalement, mais aussi en 2 dimensions majeures, une dimension fondamentale et une dimension praxéologique, qui vont correspondre aux 2 objectifs généraux de la recherche, de cette recherche. Le premier objectif, ce sera d'élaborer des fondements comprenant des éléments formels ou théoriques qui vont définir et caractériser justement le sens du spirituel, particulièrement en ce qui concerne le rapport de l'être humain vis-à-vis de la nature, dans une perspective holistique d'éducation relative à l'environnement, et ensuite des repères axiologiques, c'est-à-dire des visées et des valeurs pour une telle action éducative. Et le deuxième objectif, à l'appui de ces fondements, il s'agira de conceptualiser un volet praxéologique du modèle, c'est-à-dire un ensemble d'approches et de visées, qui vise à prendre en compte de façon transversale la spiritualité du jeune dans son rapport à son milieu de vie naturel. Ce modèle aura 2 visées éducatives. La première, c'est de contribuer au développement intégral du jeune dans sa relation au monde, prenant en compte sa dimension spirituelle. Et le deuxième, favoriser un vivre ensemble écologique par la compréhension profonde chez le jeune de son lien au monde, faisant naître chez lui un attachement et le désir d'en prendre soin. Ce qui clôture finalement ma problématique et dont j'aborde le cadre théorique. Au niveau du cadre théorique, donc, il s'agira de clarifier certains concepts avec le concept pivot de spiritualité, mais avant tout modèle dépend de fondements paradigmatiques qu'il importe de préciser. En effet, ce modèle
Un modèle qui est constitué de deux dimensions, une dimension fondamentale et une dimension praxéologique, mais qui s'organise finalement avec trois volets, un volet théorique, axiologique et ensuite un volet praxéologique, et bien dépend d'un paradigme éducationnel qui lui-même est sous-tendu par un paradigme socio-culturel qui, dans notre cas, il importe de préciser. Donc dans notre cas, selon la typologie de Bertrand et Wallois, nous avons un paradigme socio-culturel symbiosynergique qui est centré sur une compréhension holistique des êtres humains en interaction avec la société et l'environnement, d'où dépend un paradigme éducationnel, lui, inventif. Et donc, ce qui importe de préciser, c'est qu'il s'agit d'une pédagogie d'autodéveloppement au sein du milieu de vie. Ce modèle va aussi dépendre de deux autres paradigmes qui sont importants de préciser. Il s'agira du paradigme transdisciplinaire de la complexité, avec ce décloisonnement des savoirs, et enfin le paradigme autochtone, où la connaissance se construit dans la relation. Donc là, on en vient à ces concepts importants à préciser. Je ne vais pas m'attarder sur l'instant, mais je vais préciser le concept de holisme et ensuite de reliance avant de vous préciser le concept pivot de spiritualité. Quand on parle de holisme, on se place dans une logique à l'opposé du réductionnisme. Et dans cette logique, toutes les réalités sont constituées par leurs relations. Et quand on parle d'éducation holistique, eh bien, il y a deux éléments phares à prendre en considération. C'est que toutes les dimensions de l'être sont prises en compte. Il y a une multitude de paramètres, mais il y a quatre faits principaux: le cognitif, le corporel, l'affectif et le spirituel. Et le deuxième élément à prendre en considération, c'est le fait que la nature et le territoire sont des partenaires d'apprentissage. Donc voilà pour l'éducation holistique. En ce qui concerne la reliance, selon Boyle de Waal, il est question de l'acte de relier ou de se relier, et le résultat de cette action, donc soit la reliance vécue, conduisant à une sensation d'harmonie et d'unité. Et lorsqu'il s'agit d'une reliance écologique, eh bien, c'est l'activation d'un lien d'appartenance au milieu de vie en vue de consolider une identité écologique. Donc maintenant, j'en arrive au concept de spiritualité. Je vais le présenter selon 7 points. Eh bien, le premier, c'est une réalité anthropologique, ontologique, fondamentale, à la fois universelle et singulière à chaque individu. Et j'ai voulu vous présenter cette illustration des fresques des grottes de Lascaux. On est dans le Paléolithique supérieur, 17 000 ans avant notre ère, où ils expliquent que justement, c'est la manifestation d'une pensée spirituelle. Ensuite, il s'agit d'une démarche de subjectivation, d'une auto-formation existentielle, c'est-à-dire un travail sur soi. Quand on parle d'auto-formation, en fait, on s'inscrit dans un processus tripolaire de formation, selon Gaston Pinault, où il s'agit d'une formation. Cette formation peut se faire dans cette relation à soi, dans cette relation aux autres, la socio-formation, ou dans cette relation à ce qui est autre qu'humain, l'éco-formation. Et quand il s'agit d'une démarche, le processus spirituel est une démarche de subjectivation, d'auto-formation existentielle. Ensuite, c'est un processus global, phénoménologique, c'est-à-dire c'est une expérience qui se vit tant avec son corps senti que l'esprit. Et donc là, on voit toute la dimension holistique qui est activée. Il s'agit d'une conscience profonde de sa connexion, donc de sa reliance à l'autre, selon 3 sphères. La reliance à soi-même, la reliance aux autres et la reliance à la nature, au territoire et au cosmos. Et là, on voit finalement ces 3 sphères de reliance qui sont, on se rappelle, ces 3 sphères du développement personnel et social d'après Sauvé, et ces 3 sphères qui sont en interconnexion. Enfin, il s'agit d'une quête de sens et d'authenticité associée à une quête d'harmonie et d'unité de son être dans le monde, et tout cela conduisant à un processus transformatif. Transformatif où justement, quand il est question d'auto-formation, d'un travail sur soi, il y a un processus de transformation qui est actif. Donc voilà ce qui résume ce concept si complexe de la spiritualité. Pour le dernier concept, en matière d'éducation relative à l'environnement, on se place plutôt dans une éducation à la nature, où ici la nature c'est la part sauvage du monde, non créée par l'être humain, dont il fait partie et qui est dotée d'une valeur intrinsèque. Au niveau de la méthodologie, on se pose dans une posture épistémologique humaniste, socio-constructiviste, et qui est en cohérence finalement avec le paradigme aussi dans lequel s'inscrit le modèle, et donc
une dynamique postcoloniale associée au paradigme transdisciplinaire et autochtone. Il s'agira d'une recherche de type théorique. Et dans cette grande famille des recherches théoriques, plus précisément, il s'agira d'une recherche de développement théorique, spéculative, et au niveau opérationnel, nous allons utiliser l'anasynthèse comme démarche méthodologique cadre pour l'élaboration du modèle. Alors très simplement, je vais faire un rappel de ce que c'est que cette anasynthèse. Donc elle se développe en 7 parties. On part d'un ensemble de départ, c'est-à-dire à partir de la problématique et d'un ensemble de corpus d'écrits. Donc il s'agira d'en faire l'analyse et une synthèse pour arriver finalement à une synthèse ultime où là on va activer justement les démarches spéculatives, créatives pour arriver à un prototype. Dans cette phase-là, il sera question d'une validation à l'interne où il s'agira de valider les critères de scientificité propres à une recherche théorique. Mais ensuite, on va arriver à une phase de validation à l'externe du modèle auprès d'experts qui vont également vérifier les critères de scientificité propres à toute recherche théorique, mais aussi on aura parmi ces personnes qui vont valider à l'externe des acteurs du milieu, c'est-à-dire des enseignants du primaire et du secondaire, mais aussi ces AFSEC, ces animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire dont je vous ai parlé dans la problématique, et qui vont aller vérifier surtout la possibilité de ce modèle, sa transférabilité sur les terrains de pratique, pour permettre ensuite des rétroactions, donc des bonifications du modèle. Donc là, il y a vraiment tout un processus rétroactif qui s'active à toutes les différentes étapes de cette anasynthèse pour conduire in fine à un modèle optimal. Donc voilà pour résumer très simplement cette démarche méthodologique qui est finalement cybernétique, où chaque partie va avoir un impact sur les autres parties de la thèse. On en arrive au résultat. Comme tout modèle éducationnel, ces résultats répondent aux 2 objectifs généraux de recherche, avec ces modèles, donc les éléments fondamentaux, et puis ensuite les praxéologiques, donc le volet théorique et le volet axiologique, et ensuite le volet praxéologique. Je vais vous parler donc du volet théorique, un poignet. Ce que je vais aborder, c'est toute la dimension écologique qui nous intéresse de la spiritualité, et les apports. Quels sont les apports de la prise en compte de la spiritualité du jeune en éducation, finalement? Donc, souvenez-vous, on avait parlé de 3 sphères de reliance interreliées et également de ce processus tripolaire de la formation. Eh bien, ce processus, on peut le recadrer ici dans ces 3 sphères avec le processus d'auto-formation, le processus de socio-formation et d'éco-formation, dans ces 3 sphères de reliance interreliées. Et ce qui nous intéresse dans cette dimension écologique, donc c'est tout le rapport au monde vivant, et bien finalement, c'est ce processus d'auto-éco-formation existentielle, selon Galvani et Pinault. Alors pourquoi? Parce que auto, systématiquement, lorsqu'on parle d'auto, c'est parce que, souvenez-vous, quand on a parlé de ce concept de spiritualité, on est vraiment dans une réalité, il s'agit d'une réalité singulière, à chaque individu a un travail sur soi. Donc c'est toujours au départ un auto, et dans le rapport au vivant, une auto-éco-formation existentielle. Chaunet appelle ça l'éco-spiritualité. Et il y a un point que je voudrais maintenant préciser quand on se prépare dans le paradigme autochtone. Il n'est pas question d'une dimension finalement écologique de la spiritualité, mais la spiritualité est écologique. C'est-à-dire que tout est allié, tout est spirituel en fait dans ce paradigme autochtone. Et donc, si la spiritualité est écologique, le milieu de vie est source d'éco-spiritualisation, en commençant par les 4 éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu, et aussi l'importance du lieu, du territoire, et cette temporalité aussi. Donc c'est très concret, c'est le ici et maintenant, et qui se fait selon un processus renouvelé. Donc il y a vraiment c'est quelque chose qui se nourrit, cette spiritualité se nourrit pour activer ce processus d'éco-spiritualisation. Cela se fait avec un corps sensible, médiateur du rapport au monde, en sollicitant les 5 sens et aussi les sens kinesthésiques. Et donc là, on voit aussi, on veut provoquer cette rencontre de l'être humain avec le vivant, et on voit finalement tout le processus phénoménologique dans cette expérience vécue au niveau spirituel. Un dernier point, c'est l'activation de l'imaginaire, cet imaginaire éco-symbolique, qui est une forme de conscience du monde et de source de reliance signifiante. Et un des éléments que l'on cite souvent, c'est l'émerveillement face à la nature peut développer cet imaginaire,
cette reliance éco-symbolique. Dans ma thèse, j'ai voulu présenter ce que je viens de vous dire. Donc tout a été dit, mais je voulais vous montrer un peu la façon dont ça a été présenté pour montrer le côté holistique et aussi le côté cyclique qui se renouvelle systématiquement de cette démarche d'auto-éco-formation existentielle, dont on voit beaucoup de points de rapprochement avec tout le principe de l'écosophie, de l'écologie profonde d'Arnas, mais aussi le savoir autochtone, où la dimension spirituelle se trouve en toute chose. Donc cette spiritualité écologique, et on voit activer tout le principe de holisme. Alors maintenant, qu'en est-il des apports de la prise en compte holistique et transversale de l'éco-spiritualité du jeune en éducation? Eh bien, cette démarche d'auto-éco-formation existentielle, eh bien, elle va permettre ce développement personnel du jeune selon un processus de subjectivation. Et là, Demers et ses collaborateurs parlent d'agentivité épistémique. Quand on va activer cette reliance au monde, on voit ces trois sphères qui étaient interconnectées. Et bien, on active aussi de faire cette reliance à l'autre, cette reliance à soi, et on va développer des qualités interpersonnelles telles que la résilience, l'empathie, l'écoute, le souci de l'autre, le désir de compréhension et de justice, et qui, selon les Souza et à la FAP notamment, eh bien, contribuent à un équilibre et au bien-être chez le jeune. Enfin, par cette reliance au monde également, il y a le développement d'un attachement au lieu qui, à l'issue d'une praxis, quand on parle de cette expérience vécue, cette expérience vécue qui est sourde de réflexivité, eh bien, on va développer aussi une pensée critique et qui peut être aussi qui peut amener une possible agentivité éco-pédagogique et aussi une agentivité éco-citoyenne chez le jeune. Enfin, pour résumer, on voit très bien qu'il s'agit là d'un processus transformatif et aussi émancipateur chez le jeune. Au niveau du volet axiologique, eh bien celui-ci découle finalement du volet théorique et de tout ce qu'on a pu dire précédemment. Donc très simplement, il s'inscrit dans un paradigme éducationnel inventif, transdisciplinaire de la complexité et autochtone, avec ce paradigme socioculturel synergique centré sur les relations personne, société, nature. Et il répond à ces deux visées éducatives, celle de contribuer au développement intégral du jeune dans sa relation au monde, prenant en compte la dimension spirituelle, et de favoriser ce vivre ensemble élargi à l'ensemble de la communauté de vie. Maintenant, je vais m'attarder sur le volet praxiologique. Alors, ce volet, je vais vous parler de deux éléments, d'une approche finalement pédagogique globale, éco-spirituelle, et ensuite d'une démarche pédagogique d'éco-spiritualisation. En ce qui concerne l'approche pédagogique globale, je me suis inspirée du modèle SOMA de Legendre, de la situation pédagogique de Legendre. Il s'agit d'une didactique générale, centrée sur le sujet, dans le cadre d'une éducation qui est ouverte à l'éco-spiritualité. Donc il s'agit d'une éducation pédagogique éco-spirituelle, où la nature est à la fois ce milieu et cet agent, et l'enseignant est cet agent facilitateur. Il n'est pas question l'objet n'est pas la spiritualité, mais ce sera plutôt cette reliance au monde, l'activation de ce désir de vivre ensemble écologique. Et là, on va activer justement dans ce processus d'auto-éco-formation existentielle, avec aussi entre le sujet et l'agent, le développement d'une relation de confiance, d'une reliance. Ce qu'on peut voir aussi dans cette approche, il s'agira finalement d'une éducation dans la nature et les territoires, une éducation par la nature, mais aussi avec la nature, au sujet et pour la nature et le territoire. Au niveau de la démarche pédagogique d'éco-spiritualisation, il va s'agir d'une démarche holistique, transversale, expérientielle et réflexive. On pourrait la nommer sous un thème, on peut donner un thème à cette démarche, ma relation avec la nature. Celle-ci se fait en deux phases. Une première phase qui a lieu tout le long du processus et une deuxième phase. Cette première phase, elle va consister en fait de créer et d'entretenir la rencontre du jeune avec la nature et le territoire. Et là, j'ai mis plein de petites boucles pour dire, c'est pas d'un coup, on crée au fil des rencontres, donc de manière récursive, régulière, donc des rencontres régulières qu'il faut créer donc, et entretenir. Et donc ça, cela suppose d'aménager des espaces tant temporels que physiques pour permettre aux jeunes de rentrer en relation avec la nature.
et rentrer dans cette nature. Ensuite, dans la continuité de la phase 1, il y a une phase 2 qui se met en place, qui va permettre aux jeunes d'exprimer ce qu'ils vivent dans cette rencontre avec la nature et d'exprimer la manifestation de cette possible reliance écologique. Et cette expression pourrait se faire dans la création artistique et littéraire, au moyen de dessins, d'un journal créatif, des récits de vie autobiographiques, où il s'agit pour le jeune de se raconter. Et ensuite, la deuxième étape, ça serait une mise en commun par l'échange avec l'enseignant et les pairs, selon une éthique réflexive narrative de ce qu'il aura vécu. Et cet échange pourrait se faire au moyen de cercles de parole ou de communautés de recherche philosophique. Ces partages se feront à l'appui de ces créations et de ces récits de la part du jeune. Ce qu'on peut voir dans cette démarche, c'est l'activation du processus d'auto-éco-formation existentielle tout au long du processus. Dans la création par rapport aux jeunes, le fait de se raconter, on mobilise cette formation de soi et cette identité narrative. Et enfin, dans cette mise en commun, eh bien, on favorise cette attestation de soi, cette sollicitude pour autrui et enfin cette reconnaissance mutuelle. Voilà ce qui pour clôturer cette démarche pédagogique d'éco-spiritualisation. Donc c'est un processus qui se met en place. Et ce qui clôture mes résultats, je vais en arriver à une discussion. Cette discussion s'est faite à l'issue aussi d'un processus de validation avec des experts et des acteurs du milieu, pour lesquels il y a eu un questionnaire, des entrevues individuelles semi-dirigées. On aura une discussion d'ordre méthodologique et ensuite au niveau des résultats pour finir sur une conclusion et une ouverture. Au niveau de la discussion méthodologique, la transdisciplinarité s'est manifestée selon 3 axes. Déjà, ne serait-ce que par l'objet de recherche en soi, mais aussi dans le fait de mobiliser les différents champs de savoir de manière holistique, que ce soit l'anthroposociologie, l'anthropophilosophie, la psychologie, la philosophie, en plus de l'éducation. Et ensuite, l'utilisation de cette méthode, cadre cybernétique de la synthèse, où chaque partie va impacter les autres parties dans un processus itératif et rétroactif. Le grand apport de cette approche transdisciplinaire, c'est cette dimension de développement de la dimension heuristique, spéculative, avec un élargissement du champ du savoir de manière holistique. Je voulais souligner aussi l'apport du journal de bord, réflexif, comme un outil clé dans cette démarche spéculative que j'ai, à ma connaissance, pas encore vu dans une démarche théorique. Donc c'était important de souligner cet outil qui était fondamental pour ma part, à titre de chercheur. Et enfin, en dernier point, comme toute recherche, il y a des limites. Je vais en signaler 2. C'est la subjectivité du chercheur, ces fameux biais affectifs et idéologiques qu'il s'agit de bien clarifier. Donc l'importance pour le chercheur d'aller clarifier justement sa posture épistémologique de façon à éviter et à être attentif à ces possibles biais justement affectifs et idéologiques. Enfin, à l'issue de cette validation auprès des experts et des agents du milieu, il y aurait peut-être une nécessité d'une validation empirique à l'issue de cette validation théorique. Au niveau de la discussion des résultats, on voit l'émergence d'une didactique générale qui est rare en milieu francophone, où souvent on parle de didactique disciplinaire. Et là, on s'inscrit dans une didactique germanique et scandinave de la Bildung, c'est-à-dire du développement de la personne dans son intégralité. Ça correspond aussi à une didactique pragmatique où l'apprenant est au centre des apprentissages. Enfin, ce modèle insiste sur la place de la subjectivité en éducation avec une philosophie finalement humaniste de l'acte éducatif qui considère l'apprenant dans sa globalité. Et pour finir, les limites de cette recherche, on l'a vu, le volet praxéologique reste théorique. Certes, dans cette thèse, il y a eu une annexe D avec une proposition de 27 activités permettant d'illustrer ce modèle, mais il n'en reste pas moins que c'est une recherche théorique et qui amène à une recherche empirique où il s'agira vraiment de valider cette transférabilité et mesurer l'efficacité de ce modèle sur le terrain. Alors, en guise de conclusion, cette recherche, finalement, elle a contribué au développement du champ de savoir associé à une éducation holistique, qui active le champ de la transversalité comme processus intégrateur. Il a favorisé des éléments centraux, notamment dans le programme de formation de l'école québécoise, la construction d'une vision du monde, la structuration de l'identité du jeune et son développement de pouvoir d'action.
Un autre point, il soulève l'enjeu de la réconciliation, Pierre Belfort quand même, entre l'être humain et la nature, lancé par l'UNESCO dernièrement en juin 2021, dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Et enfin, on voit avec ce modèle un rapprochement avec la pédagogie autochtone, cette intégration holistique. Et il répond finalement au référentiel de compétences de la profession enseignante, où il s'agit de développer des méthodes d'enseignement et des connaissances autochtones en classe. Mais on voit, à l'issue de ces apports, qu'il y a aussi une nécessité de formation des enseignants, et je finirai avec ce point en guise d'ouverture en matière de perspective de formation des enseignants. Pour mettre en place ce modèle, la formation des enseignants devra se faire de manière pragmatique sur le terrain, selon une formule d'accompagnement réflexif et constructiviste, en créant des communautés d'apprentissage où on va activer, souvenez-vous, dans ce paradigme inventif, le processus d'auto-développement pour amener finalement, in fine, à une émancipation et une autonomie professionnelle chez ces enseignants. Et ce qui clôture ma présentation. Je vous remercie. Je vous remercie, Mme Bolin. C'est une thèse conceptuellement très riche et très dense, alors c'était difficile de la résumer, mais c'est très bien, merci. Alors, on va procéder aux questions des membres du jury. On va commencer avec M. Marc Boutet, donc examinateur externe. Merci, Christiane. Bon, écoute, bravo. Merci de m'avoir invité à faire partie de ton jury. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire la thèse, à t'entendre ce matin. Et je me suis retrouvé à travers tout le travail que tu as fait sur un terrain qui me convient parfaitement dans mes choix relativement à l'éducation à l'environnement. Puisque j'ai le privilège de parler en premier, je vais dire ce que peut-être tous les autres vont vouloir répéter, à savoir que c'est un travail de grande envergure que tu as fait. C'est une thèse de qualité au niveau méthodologique, au niveau de l'écriture, au niveau des illustrations aussi des figures, au niveau de la forme en général. Et tu as su t'appuyer sur une méthodologie, je dirais, éprouvée, celle de l'anasynthèse, notamment là, au sein des équipes avec lesquelles Lucie Sauvé a travaillé, en ajoutant cette touche d'un journal de bord qui me semblait intéressant. Ta thèse aussi, ben, c'est un peu bancal que de le dire, mais c'est une thèse en éducation à l'environnement. Et ça, à chaque fois, c'est un plaisir. Il faut féliciter de l'équipe de l'UQAM pour toutes les productions qui ont eu lieu dans les 3 dernières décennies. On voit bien qu'on a besoin de beaucoup de travaux dans le domaine. Je pense que l'humanité, la planète a besoin de ça. Et à chaque fois qu'on se réunit pour parler d'éducation à l'environnement, c'est souvent autour de l'UQAM, et je tiens à souligner la contribution de Lucie notamment à créer cette communauté là, de pratique en éducation à l'environnement, qui est un legs extraordinaire. C'est aussi une thèse qui porte sur la dimension milieu naturel de l'éducation à l'environnement. Et ça aussi, ça me plaît beaucoup. J'ai toujours été fidèle à cette entrée qui me semble prioritaire, qu'on a parfois perdu de vue un peu au fil de toutes les réflexions sur les enjeux de l'éducation à l'environnement, mais qui revient fortement présentement là, avec cette espèce de mode à l'enseignement dehors, l'enseignement en plein air. Moi, ça me plaît beaucoup. Le premier cours que j'ai donné en éducation à l'environnement, c'était le cours de Lucie Sauvé, qui s'appelait Pédagogie plein air. Donc, aller dehors, être en contact avec la nature, j'ai toujours pensé, et je pense encore, que c'est une composante centrale du lien avec l'environnement, et ta thèse se situe très très bien dans cette perspective-là. Évidemment, c'est aussi une thèse théorique et qui donc explore un concept intéressant avec lequel j'étais moins familier, celui de la spiritualité. Quoi, je ne suis pas étranger à ça, c'est un peu inévitable lorsqu'on s'approche de la nature, mais tu as su vraiment faire une riche synthèse documentaire, très riche. Il y a beaucoup de lectures derrière ça, et avec une certaine accumulation de concepts, il faut bien le dire, mais tu t'en es assez bien sorti, parce que c'est pas facile de se démêler dans tous ces concepts-là, et tu en as convoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il y a une densité conceptuelle qui est vraiment intéressante,
il s'agira de voir comment le fil conducteur, qui se perd un petit peu parfois dans cette abondance, va reprendre son cours. Et j'ai bien aimé la conclusion de ta présentation, qui est moins abordée dans ta thèse, là, la question de la formation des enseignants. Parce que je pense que c'est un fil conducteur. C'est un peu là-dessus, d'ailleurs, que je voudrais t'amener avec ma question qui s'en vient, ce ne sera pas long. Ta thèse aussi, comme toutes les thèses, répond à un intérêt, à une préoccupation que tu as, je sais, depuis quelques années, pour t'avoir connu auparavant, avoir lu aussi certains de tes travaux, que cette dimension-là te préoccupe. Et je pense que tu en es une porte-parole de qualité pour sonner les cloches à tout le monde en disant, écoutez, là, la dimension spirituelle dans notre système scolaire ne s'intègre pas facilement. Et tu as tout à fait raison. Tout comme l'air, d'ailleurs, malgré les avancées, ça demeure une greffe qui n'est pas encore accomplie. Il y a du rejet encore. Hein? Alors, tu es sur un terrain quand même où il y a une problématique qui est celle que tu as soulignée de l'intégration de ces dimensions-là, un peu négligées dans notre système scolaire. Maintenant, la solution que tu as trouvée, que tu as explorée, c'est celle d'élaborer un modèle que tu as appelé d'auto-éco-formation. Et c'est à ça que tu t'es appliqué dans la thèse. D'un point de vue, je dirais, théorique, je le répète, tu as démêlé bien des choses. Et il y a une réelle richesse sur laquelle on peut s'appuyer pour une action, éventuellement. Maintenant, du point de vue praxiologique, encore là, tu l'as abordé plus à la fin de ta présentation. Probablement, j'ai noté que tu avais fait un effort pour intégrer le mot modèle dans une éventuelle question, parce que c'était pas dans ta question initiale, ça m'avait un petit peu surpris. Mais je pense que ta solution, c'est l'élaboration d'un modèle. Et c'est certainement pas inutile. Maintenant, ma question porte sur le lien que tu entrevois entre un modèle théorique et l'action, ou que tu appelles l'action éducative, qui est peut-être pour toi semblable à pratique d'enseignement. Tu me diras si c'est synonyme à tes yeux. Moi, je me suis posé cette question-là au début de mon doctorat. Je voulais élaborer un modèle. Finalement, j'ai pris une autre option. Mais l'important, c'est pas l'option que j'ai prise, c'est la tienne. Sur quoi j'aimerais t'entendre, c'est comment tu vois le lien entre un modèle que tu as produit et l'action enseignante. Et là, je mets dans la discussion le fait que les démarches expérientielles, les démarches interdisciplinaires, qui sont caractéristiques de l'approche que tu proposes et de l'ère en général, je dirais, demeurent marginales par rapport à l'école. Et il y a quand même un souci dans ton travail d'intégrer ça dans le curriculum de l'enseignement québécois. Et je me suis demandé comment tu voyais ce corset, en quelque sorte, que le programme de l'École québécoise peut imposer à des intentions que ton modèle a d'y aller dans des approches expérientielles et de contact direct avec la nature. Puis, sous-question que tu as abordée aussi à la fin, parce qu'il y a un défi, donc il y a un défi curriculaire à mes yeux pour passer de ton modèle à l'action en classe ou à l'école. Mais il y a aussi un défi que je dirais de didactique professionnelle, c'est-à-dire de formation des enseignants. Et ça, c'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé au fil des années. C'est pas facile de faire évoluer les pratiques enseignantes. Et les propositions que tu fais sont quand même en périphérie des pratiques, je dirais, traditionnelles, on peut dire ça. Donc, comment tu vois, là, en gros, le lien entre modèle que tu as fait et action enseignante à venir, du point de vue du curriculum et du point de vue de la formation des enseignants? En fait, vous soulevez des questions. Merci d'avoir posé ces questions qui sont vraiment, effectivement, cruciales et ce sont des incontournables. Bon, d'abord, effectivement, il fallait passer par la création d'un modèle pour vraiment clarifier tous ces concepts qui étaient très lourds. Mais effectivement, il faut que ce modèle puisse trouver des points d'arrimage avec le programme de formation de l'École québécoise. Et c'est ce qu'on avait vu un peu à la fin, où je disais, ça répond à certains éléments au niveau des objectifs généraux
du programme de formation curriculaire, aussi toute la dimension de la transversalité, c'est tous les développements des compétences chez le jeune. Donc on peut trouver dans le PFEQ, dans le programme de formation de l'école québécoise, des éléments d'arrimage de ce modèle. Mais le gros problème, et je pense que c'est le cas aussi pour l'éducation relative à l'environnement de manière générale, tous les points d'arrimage, ça a été justement, on les trouve dans les programmes généraux de formation, ces compétences transversales qu'on doit développer, avec cette vision du monde chez le jeune, on les trouve ces éléments. Mais concrètement, dans la formation, une étude a été sortie en 2018 par Madame Partoun en Belgique, qui montrait que même si on faisait de la formation des enseignants, comme on le fait au niveau universitaire, donc comme on le fait aussi à l'UQAM, dans un programme qui est optionnel pour les enseignants, les futurs enseignants, on s'est rendu compte, donc cette recherche de Madame Partoun a montré que avec une cohorte, 99% des enseignants disaient que c'était fondamental de faire de l'éducation relative à l'environnement et d'aller dehors, cette fameuse d'aller dehors pour aller vraiment vivre des expériences de ce rapport au monde. Et bien, malgré ces 99% d'approbation de ces jeunes, seulement 30% se disaient possiblement je vais pouvoir le faire sur le terrain. Donc en fait, il y a une érosion finalement, la pratique ne se fait pas sur le terrain, même s'il y a une formation au niveau universitaire. C'est pour ça qu'on en est venu en fait à réfléchir, de dire c'est pas au niveau universitaire de manière classique qu'il faut faire cette formation, mais c'est sur le terrain, avec une formation continue auprès des enseignants, un accompagnement auprès des enseignants sur le terrain. Et donc c'est la formule à l'issue justement de cette recherche de Mme Partoun, de se dire la seule façon d'accompagner ces enseignants pour aller vraiment concrètement vivre ces expériences sur le terrain, parce qu'il y a vraiment le terrain de pratique, et ben, c'est d'aller les accompagner sur le terrain, donc une formation continue. Pour vous dire, effectivement, ce modèle, c'était un élément fondamental, c'était la première chose qu'il fallait faire, mais il appelle à une recherche empirique sur le terrain. Et donc là, je m'enligne sur une recherche postdoctorale, justement dans un objectif de formation continue, donc développement d'un dispositif de formation continue des enseignants au moyen d'un accompagnement en créant des communautés d'apprentissage pour développer justement cette autonomie chez les enseignants, et donc que nous retirions un peu, nous les spécialistes, pour qu'eux-mêmes commencent à pratiquer par eux-mêmes et développent une certaine autonomie professionnelle et avoir une certaine émancipation et pouvoir le développer. Mais effectivement, c'est un gros enjeu et ça sera une des seules solutions. Autre possibilité, c'est lorsqu'il y a ces stages, ces fameux stages dans la formation enseignante. Dans les stages, les étudiants ont 4 stages obligatoires dans la formation enseignante. Et bien, parmi ces 4 stages, on pourrait proposer un stage en éducation relative à l'environnement, avec des spécialistes en éducation relative à l'environnement. Et donc là, on s'insère dans cette formule un peu officielle de la formation des enseignants pour insérer cette éducation relative à l'environnement vraiment dans ce processus. Parce que la formation ensuite continue, c'est en fonction du bon vouloir de l'enseignant, s'il le veut ou il ne le veut pas. Donc ça, c'est autre chose. Donc là, voilà les possibilités pour aller vraiment amener à introduire ce modèle. Et donc oui, là c'est une recherche théorique avec un modèle, ça n'est pas un modèle pédagogique, et donc là on s'en va vers une recherche empirique, une recherche de développement justement, où on va aller tester, voir un peu donc ce processus de formation et voir si effectivement, est-ce qu'il y a un développement d'une reliance, est-ce qu'il y a le développement d'une agentivité, et c'est ce qui va être fait à l'issue d'une recherche postdoctorale qui est en cours de montage. Ok, mais je te souhaite que ça se réalise. En terminant, la question du modèle, pour moi, elle est, parce que je suis tout à fait d'accord avec l'approche de l'accompagnement. Je pense que c'est la meilleure. Mais le problème qui se produit parfois avec un modèle, c'est que ça devient une norme. Et là, l'accompagnement devient un petit peu différent. Donc, je t'invite à réfléchir à ça parce que toi, tu es spécialiste du modèle pour l'instant. Maintenant, tu vas t'approcher des pratiques enseignantes qui sont, eux, des spécialistes de la traduction dans les pratiques. Et donc, comment ce dialogue-là se fait entre une spécialiste d'un modèle et des praticiens? C'est pas évident.
Je te pose la question parce qu'elle se pose dans bien des domaines. Oui, ça sera tout l'objet justement de cette recherche accompagnée avec Geneviève Thériault qui doit nous suivre en ce moment à Rimouski et qui est une spécialiste de la formation continue. C'est une spécialiste de l'accompagnement. Donc justement, elle aussi, elle est très... Ses champs de recherche sont justement le développement de savoir chez l'enseignant, le développement de la compétence, l'autonomie. Donc justement, j'ai fait le choix de collaborer avec Mme Thériault parce que justement, elle a toute cette expertise d'aller traduire et d'aller vraiment d'être sur le terrain. C'est une femme de terrain à la formation pratique. Donc oui. Une bonne diade, ça. Voilà, une bonne diade. Merci. Alors, on va maintenant passer à Mme Diane Léger. J'ai fait tout mon parcours en sciences d'éducation, notamment mon doctorat ici à l'UQAM. J'ai fait ma soutenance de thèse il y a 15 ans. J'ai compté ça entre-temps. 15 années que se sont passées finalement des sciences d'éducation à la psychosociologie des relations humaines, qui est un champ disciplinaire qui s'intéresse à la relation, aux interactions, à la reliance. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai lu ta thèse, ou en fait que je me suis positionnée par rapport à ta thèse, dans le sens où moi j'ai fait une recherche. Ma préoccupation ultime, en fait, j'arrivais moi des sciences, des techniques de sciences naturelles où je faisais de la sensibilisation à la conservation du milieu naturel sur la Côte-Nord. Et c'est à cause de cette pratique-là, auprès des élèves puis auprès des enseignants, que j'ai décidé d'aller faire mon bac en éducation à Rimouski. Parce que je me disais, c'est pas vrai, on ne peut pas éduquer les enfants à la conservation de la forêt. Il faut une éducation qui soit plus globale. Et c'est comme ça que je suis entrée en sciences d'éducation. Donc, j'ai fait le lien seulement en t'écoutant tout à l'heure. Je me disais, oh my God, j'avais pas vu ma propre boucle à travers, grâce à ton travail. J'aurais 1000 remarques et questions pour toi. Ça m'a énormément inspiré ton travail. Je vais commencer par te dire à quel point j'ai apprécié la qualité de ta thèse dans toutes ses dimensions. Ta rigueur, ta cohérence, ton esprit de synthèse de tous ces, comme disait M. Boutin, de toute la richesse du territoire sur lequel tu t'es inscrite, dans ta réflexion à la fois théorique, pratique, axiologique. Je veux te dire que ta thèse est excellente à mes yeux, qu'elle m'a inspirée et qu'elle va me servir dans mon propre travail en psychosociologie, que ce soit en recherche, en formation, en intervention, sur la façon dont tu as déplié ce concept-là de reliance et comment l'importance de se relier à soi, de se relier à l'autre, aux autres, au monde, à la nature, est une dimension éducative pour moi, qui n'est pas abordée beaucoup, en tout cas en éducation scolaire et dans le risque là, des parcours de formation qu'on peut faire. Pour moi, c'est prendre soin du précieux, du vivant, ça s'apprend. Et pour moi, ça fait partie de la mission éducative de l'école et de la formation des personnes qui sont en charge de cette éducation-là en milieu scolaire. Donc, ceci dit, là, tout dans cette thèse-là est complet et approfondi et élaboré. Et la question que je souhaite te poser, je ne l'ai pas posée dans mon rapport parce que je considérais que mon rapport faisait honneur au travail qui était là, qui était complet, qui était rigoureux. Et ma question s'adresse plus à la chercheure en sciences d'éducation et à moi en sciences humaines et sociales, en psychosociologie. Plus une question sur l'épistémologie et la méthodologie que tu as mise en place pour cette recherche-là, qui finalement est une recherche théorique réalisée avec l'anasynthèse, qui est une posture vraiment très traditionnelle en recherche théorique à l'université.
s'inscrit dans le paradigme interprétatif et dans ta méthodologie, ou plutôt dans l'épistémologie, au début de ton chapitre, tu nous faisais part d'un paradigme transformatif qui dépassait finalement la recherche interprétative pour aller inclure finalement des dimensions de la connaissance autres que conceptuelles, théoriques, qui viennent enrichir la connaissance qu'on peut produire éventuellement dans une recherche universitaire. Et je ne sais pas si tu me vois venir. Moi, pendant que je te lisais, moi qui, en psychosociologie, on fait de la recherche beaucoup en première personne, radicalement en première personne, où la subjectivité est impliquée, et où les autres dimensions de la connaissance, que ce soit imaginaire, symbolique, artistique, métaphysique, viennent comment dire, compléter, pas remplacer, mais compléter des dimensions cognitives, rationnelles, traditionnelles du savoir. Et ma question, j'y arrive enfin, comment toi tu réfléchis cette question-là? Comment les modes de production de connaissances universitaires et la connaissance universitaire qui est produite pourraient englober ces dimensions-là de la connaissance qui font de tout ce qui fait les êtres humains finalement et de leur relation à eux-mêmes, aux autres et au monde. Moi, quand je te lisais, je trouvais ça super intéressant, super rigoureux. Comment j'aurais pu avoir accès à tout ce qui est derrière, tout ce que je présume qui est derrière ces concepts-là pour vous dans votre travail? Merci de me poser vraiment cette question qui soulève pas mal d'éléments au niveau paradigmatique, en fait, l'approche de la recherche. Déjà, faire une recherche théorique en éducation, c'est déjà assez inusité, et ça, pour avoir étudié voilà, une série de recherches qui ont utilisé la synthèse, ben, déjà au départ, la recherche théorique est assez peu utilisée et à mauvaise presse, entre guillemets, en recherche en éducation. Et donc ça, c'était déjà quelque chose de délicat. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui est mobilisé comme type de connaissance d'approche, ne serait-ce que déjà le journal de bord. L'utilisation du journal de bord en recherche théorique, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu jusqu'à date dans une recherche théorique. Et puis, c'est vrai aussi, j'aurais pu le présenter de manière peut-être différemment, mais je me suis dit, l'objet de recherche déjà en soi est assez complexe et bouscule un peu, est assez osé, est assez audacieux. Donc c'est déjà un premier élément, donc de devoir, de traiter de la spiritualité en éducation, déjà c'était quelque chose d'assez osé, première chose. Ensuite, une recherche théorique. En général, on est plutôt dans des recherches appliquées, donc là je me suis dit, bon, c'est déjà deux éléments assez forts. Et puis c'est vrai que quand on regarde l'ensemble des recherches qui ont été menées, qui ont été couplées pour certaines avec des recherches sur le terrain, mais ces recherches qui ont utilisé l'anasynthèse, c'est vrai que des fois, par exemple, la méthodologie était mise tout en avant pour expliquer justement le côté cybernétique de l'anasynthèse, où tous les chapitres vont interagir les uns avec les autres. Mais à votre question, je pense que c'est plus que ça, c'est vraiment d'aller travailler à la première personne, le jeu, et d'aller explorer des éléments. Mais moi je me suis dit, déjà que l'objet de recherche est assez complexe, bouscule, déjà que la recherche théorique, je me suis dit, il fallait que je propose un cadre qui sécurise un peu le lecteur qui voudrait ouvrir et lire cette thèse pour se retrouver dans un cadre un peu classique, pour aller retrouver des éléments. Et je me suis longtemps posé la question, effectivement, j'ai été longtemps tentée de mettre justement toute la posture épistémologique en avant, avec cette méthodologie, ces paradigmes, la transdisciplinarité, où justement l'observateur fait partie de l'observation, et aussi le paradigme autochtone. Mais
mais il m'a semblé que ça ne changeait pas tant à la compréhension de l'ensemble de la thèse d'aller mettre ce volet, ce chapitre méthodologique de manière classique, mais d'aller introduire vraiment sur cette problématique de l'enjeu environnemental, qui est quand même centrale pour une éducation, pour une thèse qui se place en éducation relative à l'environnement. Donc c'est ça, mais c'est effectivement, cette thèse finalement pourrait se réécrire de manière complètement différemment. Et en fait, quelque part, c'est l'objet, c'est dans mes projets, mais c'est d'écrire, de réécrire cette thèse qui soit accessible avec justement cette liberté de la manière de la traiter, et donc en abordant ces éléments de manière prioritaire. Et ce qui a été fait un peu finalement dans cette thèse, avec le prologue, où j'explique quand même pourquoi cet objet de recherche si inusité. Donc ce serait la réponse finalement à la question un peu sécurisée, avec déjà des éléments qui étaient un peu déjà hors du cadre pour donner quand même des éléments connus aux chercheurs de l'éducation. Oui, bien sûr. Oui, alors je vais donner la parole à Mme Geneviève Messier, donc la co-directrice de la thèse. Oui, alors Virginie, je suis certaine que tu te souviens du moment où on s'est rencontrés dans mon cours et je faisais le tour des étudiants, c'est un cours de maîtrise, Virginie m'expose son sujet et ma réaction a été « c'est pas une thèse que tu fais, c'est un mémoire ». Donc, on était à la maîtrise à ce moment-là, et de voir les yeux de Virginie, de faire « OK ». Et toute cette question de la spiritualité qui l'animait, etc. Et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, ce mémoire est devenu une thèse. Donc, effectivement, j'ai vu cette réflexion. Moi, je me considère, j'ai dit beaucoup privilégiée ce matin, mais c'est vrai. D'avoir pu voir cette émergence et de voir où ça en est aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est vraiment émouvant et c'est un honneur d'être ici. Tu sais qu'on a eu la chance, Lucie et moi, de t'accompagner et de voir aussi ce processus réflexif que tu as vécu toi-même à travers cette thèse. Et on a eu la chance de voir aussi ces réflexions, de voir se développer ce modèle, mais qui était initialement en trame de fond, mais qui tranquillement allait de soi, puis tu l'as très bien démontré aujourd'hui lors de ta présentation. Et j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, lors de ta présentation, tu es allé même au-delà de ce qu'on pouvait espérer de la thèse qu'on a eue. Donc, tu es même allé déjà encore plus loin avec cette présentation. Donc, ça, pour moi, c'est à soulever. Et une synthèse impeccable de 29 minutes, Virginie, pour ta thèse. C'est quand même, notons-le, exceptionnel. Tu sais aussi que les réflexions que j'ai toujours eues et avec lesquelles on a eu l'occasion d'avoir plusieurs échanges tournent le choix de la recherche théorique, mais de ce type de recherche théorique-là que tu as choisi, soit la recherche de développement théorique, mais aussi la question de la didactique qui est très intéressante et je trouve que c'est très osé que tu ailles parler de didactique aussi, puis ça, c'est des échanges qu'on a eus. Mais je vais m'attarder aujourd'hui à la question plus d'ordre méthodologique pour aussi avoir fait une recherche théorique tout comme toi. Tu soulèves d'entrée de jeu, et je pense que tu l'as bien situé. Aujourd'hui, en fait, tu l'as nommé, que tu as fait une recherche qui est dans la grande famille des recherches théoriques, mais que tu choisis une approche de recherche de développement théorique. On voit à travers tout le chapitre, cet effort de rendre accessible l'anasynthèse, mais tout ce travail de synthèse des thèses et mémoires d'anasynthèse aussi qui découlent de ce chapitre-là. J'aurais bien aimé le faire, donc je suis vraiment contente que tu l'aies fait a posteriori. L'aspect développement a toujours été derrière dans ma réflexion à me dire, OK, oui, certes, mais j'aimerais t'entendre davantage sur cette question.
Donc, pourquoi avoir choisi justement, en quoi tu pourrais justifier que ta recherche est une recherche de développement théorique dans cette grande famille des recherches théoriques? Et je pense que ça vaut la peine j'aimerais bien t'entendre davantage là-dessus. On a eu accès au texte, mais j'ai le goût d'entendre Virginie m'en parler de vive voix. Oui, effectivement. Ben, en fait, effectivement, ça a été une grande discussion entre nous. Effectivement, quand on voit cette typologie des recherches selon Goyer, Madame Christiane Gouillet, eh bien, on voit la recherche théorique se situe dans les recherches fondamentales. C'est là où je me situe. Mais quand on voit la recherche développement, quand elle est dans cette typologie, elle est dans une recherche appliquée empirique. Et en fait, il y a quand même une part de développement dans cette recherche théorique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une réponse à un besoin, notamment ces AFSEC avec ce questionnaire, ces AFSEC, ces animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire, qui exprimaient le besoin de clarification de ce concept et aussi de stratégie pour pouvoir développer cette dimension chez le jeune. Mais il y a eu d'autres auteurs, comme au Canada, M. Dallaire, mais que ce soit au niveau de la spiritualité, mais également au niveau de l'éducation relative à l'environnement, comme M. Berryman, des éléments qui permettent plus cette éco-ontogenèse, donc le développement du jeune dans son rapport au milieu de vie, et une méta-analyse par Madame McMahon depuis ces 10 dernières années sur justement un ensemble de recherches empiriques sur le phénomène spirituel dans les classes, manifestait effectivement ce besoin. Donc on a vraiment une réponse à un besoin. Ensuite, il y a aussi, pourquoi c'est une recherche aussi de développement? Parce qu'il y a cette part de validation. Même si elle est théorique, il y a une part de validation du modèle de la part des acteurs du milieu qui vont voir qu'il y a des éléments de transférabilité. Et alors, parce que aussi, ce qui est important, quand on parle de cette recherche de manière classique, une recherche de développement, elle rend compte de l'expérience de développement elle-même avec l'analyse du processus de développement de l'objet, avec des mises à l'essai successives empiriques. Ce n'est pas notre cas, puisque c'est une validation théorique. Nous, on est plus, selon Durand et Gay, vous avez vu peut-être dans le tableau précédent, qui ont fait aussi des anasynthèses. Ben, c'est un modèle, n'est pas élaboré au départ, comme dans le cas, par exemple, d'une recherche avec Turgeon. Dès sa méthodologie, elle avait déjà quelque chose qu'elle avait préparé et elle allait le tester. Ben là, non, le modèle n'est pas élaboré au départ, mais au terme d'un processus rigoureux d'analyse et de synthèse répétée. Et cette recherche, elle vise justement la conceptualisation de modèles théoriques d'un objet complexe par l'analyse et la synthèse d'une pluralité de données conceptuelles ou empiriques ou d'autres modèles. Donc là, on est vraiment on se situe vraiment dans ce domaine-là, mais il y avait quand même des éléments de développement pour ces deux raisons-là. Et puis le dernier élément, cette validation, justement, elle a fait l'objet pour rendre compte quand même de ce processus de validation, mais encore une fois, c'est une validation théorique, pas empirique. C'est pour ça que c'est vrai que c'est assez délicat et ça serait intéressant de proposer une typologie de recherche théorique. Ça serait un travail à faire et d'insérer justement, de montrer cette nuance qu'on peut avoir des recherches de développement théorique en explicitant en quoi cela consiste. Merci. Bon, alors je vais donner la parole à Mme Lucie Sauvé, la directrice de thèse. Merci. Eh bien, d'abord, je voudrais dire, Virginie, tout le plaisir que j'ai eu à cheminer avec toi dans ce laps de temps remarquablement court dans lequel tu es parvenue à faire cette thèse. Grand plaisir de travailler avec Geneviève aussi. Puis s'il y avait des mots, en tout cas, pour résumer ton dynamisme, ton attitude, c'est les mots engagement, absolument total, mais qui n'a rien enlevé à ton engagement personnel avec ta famille remarquable de tes 4 enfants magnifiques. Donc, l'engagement, l'authenticité, l'audace, il fallait le faire, et le courage. Ça, je pense que ce sont des mots qui résument ton attitude. Et je me souviens, Virginie, au départ de ta trajectoire, évidemment, tu te rendais compte, tu étais attirée par un objet éminemment complexe
exigeant. Alors, je me souviens qu'au départ, tu as lu des ouvrages, des articles, mais tu as aussi fait une démarche que peu font. Tu es allé à la rencontre de très nombreuses personnes. Tu es allé à la rencontre de spécialistes en éducation, mais de tous les champs connexes, en philo, en psycho, dans tous les champs connexes. Et aussi à la rencontre de praticiens de terrain. Alors, tu voulais t'assurer de ne rien oublier et de bien atterrir. Alors, ça a été... Et en fait, c'est une démarche méthodologique qu'on oublie, dans le fond, d'expliciter, mais qui a été quand même très, très éclairante au départ de cette thèse. Deuxième chose, je voudrais souligner l'efficacité de la présentation, comme pour le développement de la recherche. Évidemment que je n'ai jamais cessé d'être impressionnée par ton talent de systématisation à travers des figures. Ta formation initiale est celle d'une ingénieure et on retrouve ce souci d'ingénierie dans toute la systématisation que tu as développée dans tes figures. Et puis bon, j'en arrive à ma question. Évidemment, on le sait, cet objet était très audacieux, un objet complexe, global, et ça t'a amené à développer un cadre conceptuel et une proposition théorique et axiologique à ta recherche qui était très, très exigeante. Alors, et donc, tu as abordé des concepts très, très globaux et peut-être très glissants aussi, comme ceux de spiritualité, d'éthique, de holisme, de formation existentielle, de transdisciplinarité. Et bon, on l'a évoqué souvent, il y avait quand même un certain danger là-dedans, d'inflation sémantique ou encore de dilution sémantique des concepts dans un grand tout qui aurait pu être indifférencié. Finalement, tout est dans tout. Alors, on s'en est parlé, puis je pense que tu as bien évité cet écueil-là, et ça n'était pas facile. Alors, tu as porté une attention à ce risque, à cet écueil-là. Et à cet effet-là, j'aimerais te poser la question suivante, peut-être une clarification là, que tu n'as pas eu le temps de déployer dans ton exposé, mais comment est-ce que dans cette thèse, tu as pu affirmer que la spiritualité, le développement d'une éco-spiritualité peut favoriser l'éco-citoyenneté, qui est plus en lien, ce concept-là, avec une éducation relative à l'environnement? Oui, absolument. Merci pour les questions. C'est vrai que ça peut être glissant d'utiliser un paradigme de la complexité où il importe en fait de rassembler sans confondre, mais aussi de distinguer sans séparer. Donc c'est la grande difficulté d'utiliser un tel paradigme. Et c'est peut-être la raison pour laquelle mon chapitre cadre théorique était volumineux, parce qu'il importait de clarifier les termes et de voir vraiment les nuances. Comment est-ce que ces termes interagissent ensemble, mais ne sont pas les mêmes, d'où l'importance de choisir chaque fois le bon mot, le bon terme. Et effectivement, cette notion entre, par exemple, tu le disais, entre la spiritualité et l'éthique. Est-ce que la spiritualité, c'est l'éthique? Mohamed Taleb parle d'une nouvelle éthique. Et donc là aussi, non, la spiritualité, ce n'est pas l'éthique, ce n'est pas non plus aussi, beaucoup parlent d'intuition. La spiritualité n'est pas une intuition, c'est autre chose. C'est peut-être l'intuition est une manifestation de cette dimension spirituelle, mais ça, donc il faut préciser les termes. Et donc ça, c'est important de préciser. Et puis, au niveau de cette question, comment est-ce que la spiritualité peut... l'éco-spiritualité peut-elle contribuer à l'engagement éco-citoyen, si c'était la question? Je vais enlever l'éco d'abord, on va arriver à un autre niveau. C'est comment la spiritualité peut-elle contribuer à l'engagement citoyen, avant de parler d'éco. Puis on a en tête ces trois sphères de reliance
qui sont interconnectés, mais quand on parle d'engagement citoyen, on pense au sens de la communauté. Et là, de but en blanc, je vais vous parler de ces animateurs de vie spirituelle. Quand même, le titre est assez évocateur, déjà en matière de premier élément de réponse. Ce sont des animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire. C'est quand même pas pour rien que les deux sont ensemble. Et donc, mon objet, c'est de vous démontrer qu'effectivement, il y a un lien entre les deux. Et ben, en fait, il y a eu beaucoup de recherches, surtout en Australie, cette région du monde, et également en Nouvelle-Zélande, sur cette question que cette dimension spirituelle amène à une connexion aux autres, une connexion à soi. Et avec cet article, justement, assez évocateur d'un ouvrage avec plusieurs recherches, qui dit justement l'idée c'est de promouvoir ce sentiment d'appartenance et de recherche de sens pour une citoyenneté globale. Mais ce qu'on voit aussi donc avec d'autres auteurs d'Australie et de Nouvelle-Zélande, c'est quand on active cette dimension spirituelle, on active cette dimension d'appartenance à la communauté. Souvenez-vous cette notion de reliance à soi, reliance à l'autre et reliance au monde. Et ben, c'est ce sentiment d'appartenance, cette connexion à la communauté. Et aussi avec le développement de qualités interpersonnelles telles que l'empathie, la résilience, le souci de l'autre, la collaboration comme je l'avais évoqué, et aussi ce désir de justice. Et donc là, on a des éléments. Aussi, en Irlande, on a aussi ces chercheurs qui se sont intéressés à partir aussi, et Scott Webster, sur le fait que la spiritualité n'est pas solipsiste. C'est pas juste pour moi, le développement personnel, spiritualité. Il y a toujours cette dimension du rapport à l'autre. Cette dimension du rapport à l'autre. Et lorsqu'ils activent aussi des éléments de John Dewey, dans cette recherche de sens qui se fait dans la praxis, parce que c'est une expérience que l'on vit sur le terrain, eux, ils travaillent sur le fait que cette spiritualité, il faut l'activer dans le faire, dans l'être, donc en vivant des expériences, et qui vont développer une pensée critique et aussi des réflexions en matière de justice sociale et d'engagement social des citoyens. À l'issue de la recherche, ils ont démontré que de développer cette dimension-là va aussi développer toute cette réflexivité sur la justice sociale et qui va générer un engagement citoyen. Dallaire parle de spiritualité civique. Et enfin, Agege, en France, parle de compétences psychospirituelles associées à une responsabilité éco-sociale, mais en fait une responsabilité sociale au demeurant au départ. Donc on voit qu'il y a vraiment... et là, c'est la cohérence qu'on peut voir, c'est que ce développement de cette spiritualité active, comme on l'avait vu avec tous les éléments qui définissent la spiritualité, ce développement d'une reliance à l'autre, d'un attachement à l'autre, mais qui vont activer une certaine réflexivité, une dimension critique, et qui va aussi activer aussi ce sens de l'engagement citoyen, parce que toutes ces sphères, ces trois sphères sont teintées, reliées, elles ne sont pas dissociables, et c'est ce qui, de par cette dimension holistique de la spiritualité, on ne peut pas traiter uniquement la spiritualité par rapport à soi. Et ça, en termes de conclusion, c'est un des dérapages d'une spiritualité centrée sur l'individu. Si on parle d'une spiritualité qui est uniquement centrée sur l'individu, ça n'est pas une spiritualité authentique. Ça n'est pas la réelle spiritualité, c'est quelque chose... C'est justement ces mouvements de New Age, avec on veut du tout tout de suite, pour soi-même, ça n'est pas qui est défini comme propre à la spiritualité, c'est de ne pas une spiritualité authentique. Et c'est un des dangers, comme l'expliquent Bergeron et Charon, là, c'est ce glissement vers cet individualisme, le soi pour soi. Alors ça n'est pas. Là, on sort, le dérapage, c'est sortir vraiment de ce que c'est que la réelle spiritualité, parce que la réelle, elle est vraiment dans cette interaction, cette reliance triple, qui sont indissociables, interreliées. Et donc, forcément, interreliées, je reviens à première question, je rajoute mes échos avec cette troisième sphère qui est le rapport au monde. Merci beaucoup. Bon, alors Virginie, je vais me donner la parole à moi-même, ça me fait plaisir. Je vais lire un petit peu parce qu'il y a un préambule à ma question. Alors, c'est le paradigme socioculturel symbio-synergique et éducationnel inventif, en lien avec celui de la complexité de Morin, qui sous-tend le développement du modèle éducationnel développé. Compréhension holistique, interaction avec l'environnement, la nature, lien, reliance, créativité, perception écocentrique de l'environnement valide la conception de l'éducation relative à l'environnement. Alors,
aux pages 52 et 53 de la thèse, vous décrivez le paradigme inventif selon 5 fonctions décrites par Bertrand et Valois: ontologie, épistémologie, éthique, culturelle et d'organisation sociale. Vous affirmez par ailleurs ensuite, à l'instar de Sauvé, de Lucie Sauvé, et de Bertrand et Valois, que ce paradigme serait utopique dans le sens où il, je cite, repose sur la participation volontaire et bienveillante de tout un chacun, à la fois pour le bien de tous et de chacun. Ainsi, un modèle éducationnel ne pourrait se mettre en place que sur la base de la participation volontaire des membres de la communauté. Alors, ma question, en adoptant vous-même cette posture paradigmatique, comment pensez-vous que le modèle que vous proposez pourrait devenir un modèle éducationnel prévalent dans le système éducatif et socialement accepté? C'est un enjeu de taille, parce qu'effectivement, ce modèle se positionne dans un paradigme qui est à contre-courant avec le paradigme actuel, qui est le paradigme de la rationalité, du cloisonnement de savoir. Et là, effectivement, il y a de gros enjeux d'acceptabilité, mais ça a toujours été un gros problème. Déjà, Thomas Kuhn me disait, c'est lorsqu'on veut changer de paradigme, eh ben, ça va prendre du temps, mais on a quand même quelques éléments précurseurs d'ouverture vers ce paradigme. Et comme je le disais justement tout à la fin de la présentation, déjà avec cette décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, avec l'UNESCO, avec ce désir de réconciliation entre l'être humain et la nature, on s'inscrit totalement dans ce paradigme. Et puis le terme de réconciliation est quand même très fort. Là, on n'est pas dans le développement durable, ce qu'on voit souvent quand on parle d'éducation relative à l'environnement, mais on est vraiment dans une dimension, justement, dans un désir de symbiosynergie entre l'être humain et la société et la nature et le vivant. Et l'UNESCO, justement, en juin 2021, on avait fait une conférence, développé un panel avec différents intervenants, et parmi ces intervenants, la dominante, c'était justement des personnes qui représentaient les peuples autochtones. Et donc cette démarche qui, eux, habitent totalement ce paradigme du holisme et de la prise en compte de l'intégration holistique de la spiritualité. Donc là, il y a des possibilités qu'une telle institution telle que l'UNESCO et puis les Nations Unies veulent développer cette dimension-là, promouvoir cette réconciliation. On a des possibilités, des chances de se faire entendre. Et puis le dernier élément, justement avec la Commission Vérité et Réconciliation et avec le nouveau référentiel de compétences où il importe justement de faire développer des méthodes d'enseignement et de compréhension de ce paradigme autochtone, eh bien ce modèle serait une occasion justement de permettre cette ouverture par rapport à ce paradigme autochtone et cette pédagogie autochtone. Et on ne peut aborder une pédagogie autochtone sans aborder la dimension spirituelle. Il y a pas mal il y a eu quelques recherches qui ont été menées, quelques tentatives de présentation de la pédagogie justement vers une pédagogie autochtone et qui mettaient de côté cette dimension spirituelle, qui se basait beaucoup sur le place-based education, donc l'éducation dehors, toute la sollicitation de la communauté est très importante, le fait que c'est une éducation qui se fait tout au long de la vie, ça fait partie des paradigmes autochtones en matière d'éducation, mais cette dimension, comme en fait la recherche de Diane Campo, qui devrait nous écouter en ce moment, que je salue, elle a développé justement aussi une pédagogie, les pédagogies 5+, et en fait, elle plaçait tous ces éléments-là, justement, d'une relation à la nature, concrète, place-based education, et également aussi la communauté, vivre des expériences. Et le plus, c'était justement, le petit plus, c'était l'intuitif, sans l'intuitif qu'elle disait, mais qui était la dimension spirituelle, qu'on n'ose pas nommer. Donc là, je nomme les choses, et c'est vraiment dans une perspective justement de réconciliation avec le savoir autochtone qu'il importe de nommer clairement les choses. Et donc c'est donner une voix aussi à tout ce savoir autochtone. Et donc ça serait peut-être une possibilité et que cette utopie devienne peut-être une réalité.
Donc, nous serions dans une période de changement paradigmatique. De transition. De transition. C'est bien. J'espère. C'est bien. Je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais je vais quand même aller dans le sens de mes collègues et dire que c'est une thèse de haut niveau au niveau de l'analyse conceptuelle et j'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire. Ma croyance, mon credo, c'est que tout est relation dans la vie. Et j'ai bien aimé lire votre texte parce que c'est ce que je répète toujours. Tout dans tout est relation entre les choses, entre les gens, entre les mots, entre les idées. Alors, c'est un plaisir de vous lire. Je regarde parce que je joue le rôle de la méchante aujourd'hui et je gère le temps. Et donc, il reste 10 minutes pour la période des questions. Alors, si je vais refaire un tour, si l'un ou l'autre a une question à poser, mais disons, cette fois-ci, sans préambule, il faudrait qu'elle soit brève. Alors, je recommence par vous. J'ai bien compris. Oui. C'est bon. Alors, ben écoute, je reviens un peu sur un aspect méthodologique là, de ton travail. Pas sur l'aspect de l'anasynthèse, mais sur celui du journal de bord. Et en fait, moi, quand je lisais la thèse, d'un point de vue théorique, c'était très intéressant, mais du point de vue de comment c'est construit ton modèle à partir de choix que tu as fait, à partir de recensions d'écrits que tu as fait, ça demeure un peu opaque pour le lecteur. Est-ce que le journal de bord n'aurait pas pu ou dû faire en sorte, puis peut-être une réécriture de ton texte, pas la thèse au complet, mais est-ce qu'il y aurait moyen de puiser, de révéler un petit peu plus, même si tu es dans une thèse théorique, tes choix, parce que tu as fait des choix par rapport à des lectures que tu as faites, à des intentions qui t'habitent. Et il me semble que le journal de bord n'a pas semblé, on le voit moins. Donc, explique-moi un peu la contribution du journal de bord concrètement à l'élaboration de ton modèle. Déjà, de prime abord, le modèle repose sur un paradigme. Et le chercheur repose sur un paradigme. Ce paradigme de la complexité, ce paradigme aussi autochtone, donc où tout se construit dans la relation. Donc ça a été le trame de fond de toute ma réflexion, finalement, qui s'est faite au travers de ce journal de bord, de réécriture et de lecture de tous ces textes. D'abord, il y a eu des écrits scientifiques sur notamment une quantité de recherches empiriques sur le terrain, sur ce phénomène, mais aussi des écrits théoriques sur ce phénomène spirituel, avec toujours cette lecture, avec toujours en trame de fond le paradigme dans lequel s'inscrit le modèle, qui est vraiment la rencontre, cette relation, donc vivre une expérience sur le terrain, dehors, où en fait c'est la nature, le jeune doit rentrer en relation avec la nature, et donc c'est à l'issue de ces différentes lectures le processus d'éco-formation, où c'est la nature qui est ce formateur, était un des meilleurs choix en matière pour établir ce modèle, si vous voulez. Et donc il y a aussi tous ces écrits sur l'auto-formation existentielle. Et donc c'est de rassembler ces éléments d'auto-éco-formation existentielle et la dimension, la caractéristique un peu inédite de cette recherche, c'est justement d'avoir mis des éléments d'une éducation informelle, propre à l'éco-formation, dans un modèle, dans une éducation formelle. Donc ça a été tout le travail d'intégration, de faire communiquer, de faire des ponts entre une éducation informelle et une éducation formelle. Et tout ce travail s'est fait vraiment au travers d'une réflexion, au travers de ce journal de bord. Comment est-ce que ça peut s'intégrer? De quelle manière? Et aussi, toute cette trame du paradigme autochtone, du holisme, de cette immanence de la dimension spirituelle. Donc tous ces éléments-là ont nourri ma réflexion au travers du journal de bord pour aller vraiment faire ces transitions, faire ces ponts entre ce paradigme aussi, toute la pédagogie autochtone, l'apport de l'éco-formation
et de l'auto-éco-formation existentielle dans un modèle qui a été, à partir du modèle de Soma, le modèle pédagogique de Soma de logement. Oui, c'est bon, je vais laisser le temps qui reste au palais. Merci. Madame Léger. Ben, j'ai pris plus de temps que tout à l'heure, mais un élément en tout cas qui attirait mon attention dans le modèle, beaucoup plus dans sa mise en place, c'est que à cause du fait que je travaille beaucoup sur la question des relations humaines, sur les interactions humaines, ce que je vois, c'est que souvent la relation avec, en tout cas la mise en place des conditions pour mettre en relation une personne avec la nature, avec elle-même, ça suscite une expérience forte et que souvent la difficulté va être plus de la mettre en relation avec les autres, de partager cette expérience-là intime, précieuse, qui nous met dans un état de vulnérabilité avec autrui, l'autre avec un grand A ou avec des petits A partout. Et ça m'a amené à réfléchir, tu sais, comment cette expression-là et ce partage-là peut se faire. Bon, on dit sollicitude pour autrui, bienveillance avec soi, reconnaissance mutuelle, mais comment ça se met en place dans la réalité des relations humaines où les gens vont souvent se couper d'eux-mêmes pour parler aux autres ou rester en lien avec eux-mêmes et ne pas être capable de partager. Déjà, il n'y a pas que la parole. Il y a une façon de communiquer autre que la parole, et c'est vrai dans la mise en commun, l'échange avec la parole. Mais souvenez-vous, dans cette démarche, il y avait la première phase, c'était cette rencontre, ensuite cette expression. L'expression, elle n'est pas forcément... c'est toute cette notion du signifié, du non signifié, ou des choses qu'on ne peut pas dire en mots forcément, qu'on ne peut pas écrire, mais qu'on peut sentir. Et la création artistique, elle vient là pour manifester toute cette dimension spirituelle. Et là, j'en reviens à cette manifestation, c'est les Grands de Lascaux avec ses empreintes. Et c'est pas moi qui écris la pensée spirituelle, c'est sur le site justement des Grands de Lascaux où ces archéologues ont dit, ben voilà une manifestation de la pensée spirituelle. Donc les choses n'ont pas été, mais on le sent. Donc en fait, ce qui est intéressant pour le jeune, il pourrait exprimer cette reliance au travers de la composition artistique, la création artistique. Et c'est aux autres, en regardant cette création, ils peuvent créer des reliances avec l'autre. Et donc, rejoindre l'autre aussi. On n'est pas dans la parole. On est dans la manifestation de quelque chose. On a exprimé quelque chose autrement que par la parole. Et c'est peut-être des façons plus faciles, plus accessible pour les jeunes. Aussi, demander à un jeune d'écrire. Si un jeune a des problèmes dans l'écriture, dans la composition, ben là, on bloque les choses. Alors que justement, dans cette liberté de l'expressivité, on pourrait le modeler. Toutes les expressions sont présentes. Et ce n'est pas seulement la parole. Et des fois, c'est peut-être plus facile pour un jeune d'aller faire une création, puis se séparer. Et c'est la création qui va aller parler avec les jeunes, qui sera l'ambassadeur de cet échange, d'une certaine manière. Et donc on va faciliter les choses, et d'où l'importance des arts. Les arts sont vraiment très importants dans cette phase de mise en commun, d'expression. C'est le grand rôle des arts dans ce domaine-là. Pour faire simple, pour rester dans les 10 minutes. Merci. Une proposition que je vais demander. Si tu avances l'idée d'une didactique éco-spirituelle, ça a été aussi l'objet de discussion qu'on a eue. Tu as très bien mis de l'avant effectivement le défi de parler d'une didactique éco-spirituelle dans une conception des didactiques qui est très omniprésente dans les universités, beaucoup plus que la didactique générale. On ne se le cachera pas. Donc, ce serait quoi ta proposition pour mettre de l'avant une didactique éco-spirituelle en formation? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a des choses qui se font pas mal sur... c'est travailler avec l'enseignant déjà lui-même, sur cette prise de conscience de ces dimensions qui existent en nous. Parce qu'on ne peut pas installer une ambiance
Hein, quand on a ce soma, il y a l'agent, il y a le milieu, mais le milieu est créé aussi par l'enseignant. Et donc la première chose qu'il importe de faire, c'est de travailler avec l'enseignant sur cette prise de conscience, de cette dimension qu'il peut y avoir. Et on parlait d'une dimension, cette sensation, cette milieu qu'on peut faire sentir dans la classe. Donc instaurer un climat de classe aussi, qui permette cet échange et cette connexion, cette reliance des uns aux autres. Mais ça passe d'abord par l'enseignant. Si l'enseignant n'a aucune prise de conscience de cette dimension qui peut exister en lui, ben, ça va être difficile. Et c'est pour ça que dans ce processus, l'enseignant est un agent facilitateur. Je pense que ça serait la première chose à faire pour permettre ça, pour introduire cette didactique générale. Et puis aussi, il y a des choses qui déjà se font, nommées de manière autre, mais on parle justement sur l'autodéveloppement de l'enseignant, le processus d'autodéveloppement de l'enseignant. Et bien, notamment Madame Karine Rondeau travaille aussi sur ces dimensions-là du développement de l'être, de l'enseignant être, dans sa posture aussi, dans sa relation à l'autre. Donc on pourrait commencer par cet aspect-là en matière de didactique, pour introduire cette didactique générale. Merci. Madame Sauvé. Eh bien, moi, j'aurais un commentaire et peut-être une recommandation au public qui ont entendu aussi cette thèse. C'est de lire ton avant-propos. Je voulais porter attention à l'avant-propos de ta thèse, où en fait, tu situes le jeu dans le jeu de ta recherche. Et tu, en fait, explicites la légitimité de ton engagement dans cette thèse-là. Tu racontes ta propre immersion comme enfant au sein de cultures africaines, autochtones, donc l'imprégnation et ensuite le choc que tu as vécu avec la culture européenne du Nord, ce questionnement que tu as eu. Et après, ton cheminement comme éducatrice de quartier avec les enfants autour de toi, comme animatrice au centre écologique de Port-au-Saumon. Donc, en fait, il y a une trajectoire de vie personnelle qui est explicitée dans cet avant-propos et qui positionne la légitimité de cette entreprise de recherche. Et pour moi, c'est toujours très important de proposer aux étudiants d'écrire un tel avant-propos qui donne un éclairage très particulier finalement à la recherche. Il y a toujours un jeu dans ce jeu-là de la recherche. Et d'ailleurs, une des stratégies pour répondre un peu à la préoccupation, à la question de Geneviève, bien, évidemment, la stratégie pédagogique de l'autobiographie environnementale permet justement d'ouvrir la réflexion sur sa place dans le monde. Donc, en fait, je n'ai pas de questions, je t'épargne, à moins que tu aies un commentaire sur mon commentaire. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est fondamental. Sinon, mais comment ça se fait que je m'intéresse aussi au paradigme autochtone à ce point-là, pour ne pas paraître dans l'imposture, de prendre une posture qui est mais pourquoi, en quoi tu adoptes ce paradigme? En fait, c'est un paradigme qui m'habite, effectivement, dont j'ai été imprégnée, dans lequel j'ai vécu, et je n'étais pas du tout dans ce paradigme des pays occidentaux. Donc ça, c'est important. Et puis, cette notion des histoires de vie, effectivement, c'est fondamental, à tel point que dans ce processus de formation, de ce dispositif de formation qu'on va mettre en place chez ces enseignants qui veulent mettre en place une éducation relative à l'environnement de manière holistique, la première chose que l'on va faire, c'est de travailler justement sur les expériences qu'ils ont pu vivre de reliance avec la nature et le vivant. Donc, retravailler, aller vraiment dans cette perspective de relecture de ce processus d'éco-formation qu'ils ont eux-mêmes vécu.
ces éléments de reliance, pour se rattacher à ces éléments-là. Et c'est le point de départ pour ensuite nourrir toute la réflexivité sur la mise en place de ce modèle. Sans être un modèle, mais de manière très pragmatique. Voilà. Merci. On va aller jouer dehors. Le jury va aller jouer dehors. Ah oui, absolument. Alors, le jury va se retirer pour délibérer. Merci. J'aimerais vous demander, est-ce que vous acceptez de répondre aux questions de l'assistance pendant Oui, bien sûr, on va faire le groupe. Bon, voilà. Alors, on se revoit bientôt. Alors, Madame Bolen, après avoir examiné votre thèse, assisté à la soutenance que vous en avez faite et délibéré entre eux, les membres du jury recommandent que l'université accepte votre thèse comme satisfaisant aux exigences du grade de PhD en éducation. Ils soulignent la qualité de votre travail et vous invitent à en publier les résultats. Permettez donc que je vous exprime publiquement les félicitations du jury. Oui, une image, merci beaucoup. Toute ma gratitude, déjà pour cette rencontre, cette relation, cette rencontre que nous avons eue ensemble. Je pense que j'aurais une gratitude à 4 volets. Déjà, à la direction. Et le dernier, en reliance avec tout ça, c'est ce qui est sur nos tables. C'est ce qui m'a inspiré, c'est ce qui me soutient et c'est ce qui nous soutient tous. C'est la nature. Cette nature qui est là, qui est présente et qui a été vraiment une source d'inspiration, de soutien, de la raison de ce doctorat aussi, et qui me nourrit et qui me nourrira continuellement. Alors, à chacun, merci à chacun de vous et puis maintenant, allons festoyer. Comme le protocole à suivre, nécessairement on ferme le silence. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de... Je ne sais pas comment ça va résonner à tes oreilles, mais docteur Bolen. Ouais, non, ça fait bizarre, docteur Bolen. Mon père qui est médecin, ça va faire bizarre, oui. Ouais, c'est ça. Félicitations, puis bravo pour cette belle soutenance, puis... Et que ça continue, hein, c'est ça?